Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce dimanche 10 février. Dans un instant, le président de la République interviendra dans une allocution aux Français depuis l'Elysée. Nicolas Sarkozy qui souhaite s'exprimer sur l'Europe et cela après le vote cette semaine de la loi autorisant la ratification du traité de Lisbonne. Nous reviendrons ensuite sur les municipales et sur la crise ouverte désormais au sein de l'UMP à Neuilly. David Martinon semble déjà en ballottage défavorable au sein même de son camp. Trois de ses principaux colistiers ont lancé aujourd'hui leur propre liste. Le porte-parole de l'Elysée pourra-t-il maintenir sa candidature? Réponse dans les heures à venir. Connaissez-vous Ayaan Hirsi Ali? Cette jeune femme d'origine somalienne et ancienne députée néerlandaise a été condamnée à mort par des groupes islamistes pour ses prises de position. Elle vit sous protection. Nous l'entendrons ce soir. Elle est notre invitée. À ses côtés, Ramayad, la secrétaire d'État aux droits de l'homme. Hollywood pourrait retrouver le sourire dans les prochains jours et les fans de séries américaines également. Après 3 mois de conflit, les scénaristes ont trouvé finalement un accord avec les producteurs. Enfin du cinéma, comme chaque dimanche, avec une jeune femme qui poursuit sa carrière en toute discrétion et c'est pourtant déjà son 9e film à l'affiche de La jeune fille et les loups. Laetitia Casta nous racontera cette belle aventure à la fin de ce journal. Elle est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Merci d'être avec nous. On commence donc ce journal ce soir par l'allocution du président de la République, Nicolas Sarkozy, qui va intervenir dans un instant depuis le palais de l'Elysée. Une intervention qui a pour thème l'Europe. Le Parlement a, je vous le rappelle, autorisé cette semaine la ratification du traité européen de Lisbonne, la rénovation des institutions européennes qui avait connu un coup d'arrêt à la suite du non français au référendum sur la Constitution. Il y a un peu moins de 3 ans, le chef de l'État qui a donc choisi ce soir de s'exprimer de manière solennelle aux Français. Mes chers compatriotes, le Parlement vient de voter la loi autorisant la ratification du traité de Lisbonne. Ce traité simplifié, c'est la France qui a pris l'initiative de le proposer pour sortir l'Europe de la crise institutionnelle dans laquelle elle se trouvait plongée. Pendant la campagne présidentielle, je m'étais engagé à tout faire pour convaincre nos partenaires de tourner la page de la Constitution européenne qui ne pouvait plus entrer en vigueur alors que 2 pays, la France et les Pays-Bas, l'avaient rejetée par référendum, et qu'il n'était pas question de demander au peuple français et au peuple néerlandais de se déjuger. Dès lors que le projet de constitution européenne se trouvait écarté, on ne pouvait en rester là. Il fallait débloquer un système de décision qui ne correspondait plus aux exigences d'une Europe à 27 et qui la paralysait. Et il fallait en même temps faire en sorte que soit respecté le choix des peuples qui avaient accepté de ratifier la Constitution comme de ceux qui l'avaient refusée. Un traité simplifié, ne conservant que les dispositions institutionnelles qui avaient paru recueillir un consensus assez large pendant la campagne du référendum, était une solution qui permettait de dépasser les oppositions entre partisans et adversaires de la Constitution. Il s'agissait d'abord d'être efficace, en instituant les règles qui donneraient aux peuples européens les moyens de décider ensemble. C'était vital pour l'avenir de l'Europe et pour sa capacité d'agir. Pour convaincre tous nos partenaires d'accepter ce nouveau traité simplifié que nous leur proposions et qui n'était plus une constitution, il fallait qu'en cas d'accord, nous nous engagions à le faire approuver par voie parlementaire. Si cette condition n'avait pas été remplie, aucun accord n'aurait été possible. J'ai dit pendant la campagne présidentielle que c'est ce que je ferais si j'étais élu. Cela faisait partie, mes chers concitoyens, du mandat que vous m'avez confié en m'élisant président de la République. Cet engagement que j'avais pris solennellement devant vous, je l'ai tenu. Et grâce à l'initiative française, grâce à l'Allemagne qui présidait alors l'Union et à la chancelière Angela Merkel, à laquelle je veux rendre hommage, l'Europe dispose maintenant du cadre qui lui est nécessaire pour se remettre en marche. Désormais, il y aura plus de démocratie, plus de responsabilité dans le fonctionnement de l'Europe. Les décisions seront mieux contrôlées par les parlements nationaux et elles seront davantage prises à la majorité qualifiée qu'à l'unanimité. Par ce succès, car c'est un succès, la France est de retour en Europe.
Elle y a retrouvé son influence, sa capacité à faire valoir son point de vue, ses valeurs et le rôle moteur qui avait toujours été le sien par le passé. À partir du 1er juillet de cette année, notre pays présidera l'Union pour 6 mois. Ce sera un moment important. Le traité simplifié était une condition nécessaire pour sortir de la crise européenne. Il ne la résout pas à lui tout seul. Rien, en effet, ne serait plus dangereux que de faire comme si rien ne s'était passé, comme si tout pouvait continuer comme avant. Maintenant que l'Europe peut décider, le problème est de savoir ce qu'elle veut. Ce ne sont pas les non-français et néerlandais qui ont causé le malaise de l'Europe, mais bien le contraire. Les peuples ont perdu leur foi dans l'Europe quand ils se sont mis à éprouver le sentiment que l'Europe n'agissait plus, qu'elle ne les protégeait plus, qu'elle rendait leur vie plus dure au lieu de la rendre plus facile. On en était arrivé au point où l'Europe n'exprimait plus une volonté collective, où il n'y avait plus en son sein aucun des débats qui font la vie de toutes les grandes démocraties, où nos entreprises n'étaient pas assez défendues face aux concurrences déloyales, alors que partout ailleurs elles étaient protégées. En affirmant que la concurrence n'est pas une fin en soi, mais un moyen, et en donnant à l'Union comme objectif de protéger ses citoyens, le traité simplifié marque une inflexion par rapport aux dérives qui s'étaient manifestées dans un passé récent. Maintenant, l'enjeu est de remettre de la politique en Europe, de ne plus abandonner l'Europe au seul jeu des règles automatiques qui ne laissent aucune place à la décision et à la responsabilité politique. Il faut pouvoir parler de tout, comme dans n'importe quelle démocratie, de la monnaie, qui n'est pas un sujet tabou, de la politique commerciale, de la politique industrielle, de la réciprocité en matière de concurrence ou des dérives du capitalisme financier. Face aux grandes puissances qui émergent dans le monde, face aux risques de toute nature qui menacent la paix, la stabilité et même l'avenir de la planète, l'Europe doit agir, c'est ma conviction, comme une grande puissance, faisant valoir son point de vue et défendant ses intérêts comme le font toutes les autres grandes puissances dans le monde. Eh bien, je souhaite que la présidence française soit l'occasion d'avancer dans cette voie. Et c'est dans cet esprit que je proposerai à nos partenaires, comme priorité, de travailler sur une stratégie de développement durable, une politique commune de l'immigration, une défense européenne et une refondation de la politique agricole. Sur tous ces sujets, nous devons agir ensemble. Sur tous ces sujets, nous avons besoin de politiques communes qui expriment réellement une volonté collective. Je veux mettre toute mon énergie pour y parvenir. Je veux que la France donne l'exemple. Je veux qu'elle soit de nouveau en Europe une force de proposition, une force d'entraînement. Mes chers compatriotes, l'avenir de la France et le destin de l'Europe sont liés. Désunis, les peuples d'Europe ne pourraient pas relever les défis du XXIe siècle. Unis, ils représentent une formidable puissance politique, économique, culturelle, morale, qui aura son mot à dire dans les affaires du monde. C'est pour cela que l'Europe est si importante. Dans le respect des opinions et des sensibilités de chacun, je forme le vœu que, dépassant les clivages partisans et les oppositions du passé, nous soyons tous rassemblés pour que l'Europe se fasse, qu'elle se fasse sur des valeurs, des critères, des objectifs dans lesquels nous nous reconnaissons tous. Français, nous pouvons être fiers de ce que nous venons d'accomplir. Rassemblés, ce que nous accomplirons demain sera plus grand encore. Vive l'Europe et vive la France. Voilà pour cette intervention du président de la République, Nicolas Sarkozy, qui souhaitait ce soir souligner l'engagement français au premier plan européen, la ratification du traité européen qui deviendra donc effective le 14 février. Dans l'actualité de ce dimanche, les municipales maintenant, nous vous le disions hier soir, un avis de tempête avait été émis sur Neuilly. La question était lancée, David Martinon sera-t-il finalement le candidat de l'UMP pour la conquête de la mairie? Eh bien, cette question est désormais plus que jamais d'actualité. Aujourd'hui, le coup de vent est arrivé sur zone sous forme de communiqué. 3 de ses principaux colistiers ont choisi de faire scission. Parmi eux, le fils du président de la République, Jean Sarkozy. Une journée pas comme les autres avec Alexandre Cara et Mathieu Niewendlowski. Marché des Sablons, journalistes et militants attendent. Mais David Martinon reste invisible. En milieu de matinée,
un communiqué tombe. David Martinon se maintient, sa campagne suit normalement son cours. C'est plus ça que Macron en campagne, on va pas arrêter aujourd'hui. On va aller jusqu'au bout. Et pourtant, à l'autre bout de la ville, dans une boulangerie, ses principaux colistiers se sont réunis. Arnaud Telet, Marie-Cécile Ménard et Jean Sarkozy se préparent à entrer en dissidence. Peu avant midi, envoyé de la boîte mail de Jean Sarkozy, la rupture est officielle. Nous avons décidé de conduire la liste pour les élections municipales à Neuilly, afin de faire cesser les divergences au sein de la majorité présidentielle. C'est une ville qui a une personnalité très forte et une identité très forte. Et c'est la raison pour laquelle elle demande des gens qui y sont attachés profondément, qu'elle connaît, dans lesquels elle a confiance. David Martinon se montre enfin. Dernier informé, il sait désormais qu'il ne sera pas le prochain maire de Neuilly. Lâché par ses amis, c'est un homme seul qui rejoint ses derniers supporters. Les dissidents, eux, ne perdent pas de temps. Une nouvelle campagne commence sans David Martinon. Moi, je vais vous dire quelque chose. Le 9 mars, on a un rendez-vous. Ensemble. Et vous nous faites confiance. On est 3 ici. Voilà. Vous êtes 3 ici. On est des Neuilliens. Je le sais, mais pourquoi, et on vous demande de nous faire confiance. Moi, je ne voterai pas Martinon, ça c'est sûr. Ben nous non plus, hein, ça tombe Nous non plus. Allez, une révolte très encadrée. Le feu vert est venu hier soir de l'Elysée. David Martinon n'est plus le candidat souhaité à Neuilly. Nous ne sommes pas d'accord avec la personne qui est à la tête de liste. Et donc on s'est désolidarise, nous partons à 3. Il faut nous aider et nous soutenir. Mais il n'y a pas de problème. La chute de David Martinon ne doit rien au hasard. Une campagne ratée, mais aussi des rivalités au sein même de l'UMP. Certains n'ont jamais pardonné à l'ex-protégé de Cécilia Sarkozy de s'être fait une place au soleil de l'Elysée. Ce soir, son avenir politique est entre les mains du président de la République. Et on vient d'apprendre que David Martinon, le porte-parole de l'Elysée, ne devrait sans doute pas accompagner Nicolas Sarkozy lors de son déplacement ce soir en Guyane. Et l'invité du dimanche 13h était Patrick Devedjian, le secrétaire général de l'UMP, qui est également le président du Conseil général des Hauts-de-Seine. Il nous a annoncé que dès demain, il réunira toutes les parties pour trancher la question de la tête de liste de l'UMP à Neuilly-sur-Seine. On l'écoute. Je reconnais qu'aujourd'hui, nous avons un peu de confusion. Donc demain soir, je réunirai à Neuilly à 18h30 avec le maire de Neuilly, Louis-Charles Barry, les principaux intéressés. Et demain soir, nous prendrons des décisions après avoir entendu tout le monde. Le MoDem, lui, réunissait ses candidats lors d'une convention à Paris. Près de 400 listes autonomes se lancent dans la bataille des municipales. En revanche, dans certaines villes, il jouera parfois l'ouverture avec soit la carte PS, soit la carte UMP. De quoi désorienter, on le sait, certains au sein même du mouvement. L'occasion également pour François Bayrou aujourd'hui d'ironiser sur l'épisode du jour, la crise de Neuilly. Je n'aurais pas imaginé la cour dans l'acception la plus monarchique et ancien régime de ce terme, la cour avec ses pompes et ses œuvres, le perpétuel concours de servilité, l'exposition publique des conseillers qui s'expriment comme s'ils étaient membres du gouvernement, élus de la majorité, le concours de servilité, l'exposition publique des conseillers, les grâces et les disgrâces des favoris, il paraît qu'il y en a une qui est en cours. Propos recueillis par Hélène Hugues du côté du Parti Socialiste. C'est François Hollande qui est revenu aujourd'hui sur cet épisode des municipales à Neuilly. Il était chez nos confrères de BFM TV. Le feuilleton municipal de Neuilly-sur-Seine serait risible et même ridicule si ça ne déconsidérait pas la fonction présidentielle elle-même. Et c'est ce qui justifie mon commentaire. Mais quand le porte-parole de l'Élysée, imposé par le président de la République, candidat à Neuilly, est désavoué par le fils du chef de l'État, mais dans quelle République sommes-nous ? Voilà pour cette page politique. Dans l'actualité à l'étranger, direction Londres, avec un violent incendie la nuit dernière qui a touché l'un des quartiers les plus populaires de la ville, le quartier de Camden, connu pour son marché aux puces et ses pubs très fréquentés le samedi soir. Sur place, on retrouve Maryse Burgot et Dominique Marotel. Au petit matin, les pompiers de Londres ont gagné leur bataille contre le feu. Ils auront lutté toute la soirée pour empêcher ce violent incendie de se propager à tout le marché de Camden. Camden, un marché de vêtements et d'artisanat qui attire presque autant de touristes que Big Ben. Un quartier de pubs, de restaurants et d'entrepôts évacué hier soir en toute urgence.
Au final, on compte ce matin aucun blessé, mais un périmètre de sécurité a été installé. Une partie du site est désormais dangereux. On est hyper déçus parce qu'on a notre week-end de 2 jours et on profitait de ce moment-là pour visiter parce qu'il paraît que c'est incroyable et ça a juste brûlé donc... En fait, le marché n'est pas totalement fermé, seulement une petite partie a brûlé. C'est ce qu'explique le crieur public de Camden avec une certaine conviction. Malgré la destruction de 2 pubs, de plusieurs boutiques et de quelques entrepôts, Camden est donc encore debout. Et dans les magasins, les vendeurs plus originaux les uns que les autres ne parlent que de l'incendie. L'incendie a détruit tout le marché du canal et les alentours. Ça va prendre du temps de réparer tout ça. C'est de ce pub très branché mais totalement ravagé qu'est parti l'incendie. Les marchands de Camden espèrent au moins une chose, que cet incendie retarde les 2 gros projets immobiliers contre lesquels ils se battent. Il s'agit de construire des bureaux sur une partie du marché. Pas de pause dans la campagne des primaires aux États-Unis et il n'y a pas de petite victoire côté démocrate. Ainsi, 3 États ont permis hier à Barack Obama de se rapprocher encore un peu plus d'Hillary Clinton. Côté républicain, Mike Huckabee entretient l'espoir avec ses victoires sur John McCain. Sur place, Alain Chalvron. Est-ce l'irrésistible montée de Barack Obama? Qui pensait qu'il gagnerait haut la main les 3 États en compétition hier? 3 États si différents géographiquement et sociologiquement. Dans l'État de Washington, le gros lot de la journée, patrie de Boeing, Microsoft et Starbucks, il fait le double de sa rivale, Barack Obama, qui se place déjà face au candidat républicain John McCain. Je suis le mieux placé pour battre John McCain, car j'ai montré jusqu'à présent que je pouvais apporter de nouveaux électeurs indépendants. Irrésistible ascension, en tout cas début d'une sorte d'Obamania, avec des clips comme celui-là où le jeune sénateur devient presque un sex symbole. Il draine des milliers de personnes dans ses meetings. Ici dans le Maine où l'on vote aujourd'hui, il est contraint d'aller saluer ses partisans frigorifiés qui n'avaient pas pu rentrer dans la salle. Dure période pour Hillary Clinton, détrônée de son statut de favorite. Hillary qui se place elle aussi face à John McCain. Le président Bush a déjà donné son soutien au sénateur McCain et l'a estampillé conservateur pur et dur. Et ça, c'est sûr, ça va nous aider. Dans les caucus hier, le dialogue, si l'on peut dire, était vif entre les partisans des 2 candidats. Le plus grand souci aujourd'hui, ce n'est pas de savoir qui sera le nominé, mais comment on va se réunifier. Parce que ça c'est très dur derrière. Mardi, ce sont la capitale, Washington et les 2 États qui l'entourent qui votent. Barack Obama est donné largement favori. Et Alain Chalvron est avec nous en direct de Washington. Bonsoir Alain. Il ne reste donc plus que 3 délégués d'écart. Rien n'est donc joué. Est-ce que l'on peut oser dire que les prochains rendez-vous semblent plus favorables à Barack Obama? Oui, plus favorable certainement, mais enfin rien n'est gagné. Il reste encore une vingtaine d'États qui doivent s'exprimer. Aujourd'hui, c'est le Maine qui est plutôt considéré comme clintonien. Et puis le 4 mars, il y a 2 gros États, le Texas et l'Ohio, où Hillary Clinton est aussi donnée favorite. Mais c'est vrai que pour elle, faire face à cette vague, à ce tsunami Obama, eh bien c'est difficile. Effectivement, il n'y a plus que 3 délégués d'écart entre eux et Barack Obama a gagné 2 fois plus d'États qu'Hillary Clinton. Il a fait la preuve qu'il était capable de ramener au Parti démocrate des électeurs indépendants, des électeurs nouveaux dans des États républicains, et c'est bien là qu'il faudra gagner en novembre. Enfin, il y a les sondages qui montrent qu'en cas de duel avec McCain, eh bien Obama gagnerait, tandis qu'Hillary Clinton, elle, serait battue. L'autre info du jour, c'est George Bush qui a reconnu qu'il soutiendrait John McCain si celui-ci arrive en tête des primaires républicaines. Oui, alors il n'y a pas beaucoup de risques. Il arrivera en tête, c'est pratiquement gagné pour lui. Et ainsi, George Bush donne à John McCain un label de conservateur qui lui manquait. En fait, George Bush, dans ses milieux religieux, vous savez, très conservateurs, suscite un peu de scepticisme. Et c'est ce qui explique la victoire de Mike Huckabee, le pasteur, hier, dans 2 États. Et il affirme vouloir continuer à se battre, bien qu'il n'ait plus aucune chance de l'emporter. C'est une sorte d'expression de mauvaise humeur qui aura pour effet de rendre aussi la réconciliation plus difficile.
difficile chez les Républicains. Merci Alain, bonne fin de journée à Washington. Je vous le disais en titre, nous vous proposons ce soir une rencontre avec une femme qui vit sous la menace de groupes islamistes radicaux. Elle s'appelle Ayaan Hirsi Ali. Elle a été députée aux Pays-Bas et a fait de la condition de la femme musulmane son combat. Comment s'est-elle retrouvée menacée de mort? Pourquoi demande-t-elle la nationalité française? Avant de la retrouver dans un instant aux côtés de la secrétaire d'État aux droits de l'homme, Ramayad, son portrait avec Bernard Lebrun. Cette femme traquée est-elle encore la cible d'islamistes radicaux qui menacent de l'assassiner? Ayaan Hirsi Ali voudrait la nationalité française. Femme politique, symbole de la laïcité pour ses partisans, provocatrice selon ses détracteurs, cette ex-députée néerlandaise d'origine somalienne entame ce jour en France une visite pour demander l'aide et la protection des Européens. Ayaan Hirsi Magan, de son vrai nom, est l'auteur en 2004 d'un documentaire intitulé Soumission, qui dénonce le statut de la femme dans l'islam. Son réalisateur, le Hollandais Theo van Gogh, a été assassiné en 2004 et ses assassins ont menacé de tuer aussi la scénariste. L'islam doit admettre son côté totalitaire, mais ça ne sera possible que si les musulmans critiquent la façon dont la liberté est entravée par leur religion. Une militante donc, qui dérange. Mais Ayaan Hirsi Ali, 41 ans, est aussi controversée pour ne pas avoir dit la vérité lors de l'obtention aux Pays-Bas de son statut de réfugié. J'ai monté une histoire de toutes pièces. Je pensais que si je disais la vérité, on me renverrait chez moi. Après avoir démissionné de son siège de député et perdu ses gardes du corps, Ayaan Hirsi Ali quitte les Pays-Bas pour les États-Unis. Ce soir à Paris, cette féministe recevra le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes. Voilà, elle va donc recevoir ce soir à Paris le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes. À ses côtés, Ramayad. Bonsoir à toutes les deux. Merci d'être avec nous. Ayaan Hirsi Ali, tout d'abord, pour bien comprendre à quoi ressemble votre combat depuis des années. Vous vivez toujours, aujourd'hui, sous protection ? Je vis sous protection à l'heure actuelle, mais c'est une protection avec laquelle je dois aller d'endroit en endroit et je dois chercher des donateurs pour payer cette protection. Je ne peux pas faire mon travail d'écriture et de recherche et continuer mon travail de militante pour les femmes musulmanes parce que maintenant je suis devenue militante pour obtenir ma propre protection et pour sauver ma vie. Est-ce que vous arrivez parfois à oublier cette pression que vous avez quotidiennement sur vous? C'est une pression qu'on ne peut pas oublier, mais je suis disposée à en payer le prix et j'étais disposée à en payer le prix. C'est un prix que je paye tous les jours, aussi longtemps que je suis en sécurité, que je suis protégée. Mais depuis octobre de l'année dernière, je me trouve dans la situation où mon propre gouvernement, le gouvernement des Pays-Bas, a dit qu'il ne voulait pas payer cette protection. Le gouvernement américain dit vous êtes citoyenne des Pays-Bas et il ne paye pas la protection d'un citoyen étranger. Donc c'est une pression supplémentaire pour rester en vie. Alors vous souhaitez désormais obtenir la nationalité française, c'est cela? Pourquoi la France? Les intellectuels français, parmi lesquels il y a Bernard-Henri Lévy, qui ont lancé une campagne ici après la décision du gouvernement des Pays-Bas en disant que le problème n'était pas limité à Hirsi Ali, c'est un problème pour l'Europe, pour la France. Et si les Pays-Bas ne souhaitent pas défendre la liberté de parole, les Français devraient le faire. C'est comme ça que cela a commencé et j'ai été invitée entre autres par Ramayad, la ministre pour les droits de l'homme qui se trouve à côté de moi. J'ai parlé aussi à Rachida Dati et j'ai été très bien reçue par les politiques français et les intellectuels qui ont dit qu'il ne s'agit pas de vous seulement, il s'agit de droits de l'homme et nous souhaiterions que le gouvernement français prenne cette responsabilité. Et je suis très reconnaissante et je serais très honorée et très reconnaissante si je devais devenir citoyenne française et si la question de ma protection pouvait être résolue une fois pour toutes. Alors justement, Ramayad, où en est ce dossier? D'abord de la naturalisation et puis ensuite de la protection qui pourrait prendre, je crois, une dimension européenne. Alors, c'est vrai que nous considérons en France qu'Ayaan Hirsi Ali doit être absolument protégée. C'est une femme qui m'apparaît comme une espèce de Voltaire des temps modernes.
elle est seule dans une longue errance qui l'a amenée à se retrouver aux États-Unis. Et je pense que maintenant, il est temps que l'Europe et la France en premier, parce que la France est le pays des droits de l'homme, même si certains ne l'assument pas, c'est comme ça, et je pense que ça mérite un soutien, et c'est la raison pour laquelle le président de la République a décidé personnellement de s'engager sur le dossier. D'ailleurs, il avait déjà reçu Ayaan Hirsi Ali il y a 2 ans, lorsqu'il n'était pas encore président de la République, et aujourd'hui, il a tenu personnellement à lui lire un message pour lui dire que c'est vrai que pour la naturalisation, bon, tout est possible moralement, même si juridiquement il y a des procédures, des règles, etc. Parce qu'on devient français par mariage, par exemple, ou par déclaration, mais cela peut être totalement examiné. La question maintenant, non pas Ayaan qu'il faut absolument se marier avec un Français, vous n'êtes pas obligé, je vous rassure, vous pouvez aussi, ils sont charmants les Français, mais simplement on veut aller plus loin, parce que c'est pas parce que demain Ayaan devient française que la fatwa qui pèse sur elle sera levée. D'accord. Elle pèsera sur elle toujours. Donc il faut selon le président de la République, proposer aux Européens, surtout à la veille de la présidence française de l'Union, proposer aux Européens la création d'un fonds communautaire qui aurait pour objectif de venir en aide pour assurer la sécurité de toutes les personnes comme Ayaan, victimes de condamnations religieuses. Donc cette piste-là, le président va la proposer aux Européens, et en concertation d'ailleurs avec les Pays-Bas qui ont été les premiers hôtes d'Ayaan Hirsi Ali, et donc nous en appelons aussi d'ailleurs à nos amis néerlandais, et je crois que ce serait une initiative qui permettra à Ayaan de circuler partout où elle le souhaite. Merci à toutes les deux et belle soirée donc à vous. La journée de demain sera perturbée à Roissy et à Orly, et cela en raison d'un préavis de grève déposé par les contrôleurs aériens, un mouvement qui pourrait se poursuivre tout au long de la semaine. Alors à quoi faut-il s'attendre? Le point avec Romain Messi et Chloé Lecomte. Vol annulé, avions cloués au sol et file de voyageurs impatients, les aéroports parisiens devraient connaître une semaine difficile. Les contrôleurs aériens seront en grève dès demain en Île-de-France, alors que débutent les vacances d'hiver. En cause, la réorganisation du contrôle aérien à l'horizon 2015. Les 3 centres d'Athis-Mons, Orly et Roissy doivent être rassemblés sur un seul site pour une gestion plus efficace des vols. Mais la CGT, majoritaire chez les contrôleurs, en conteste les modalités. Résultat, la grève dès demain matin à Orly et jusqu'à vendredi. À Roissy, un préavis a été déposé pour mardi et mercredi. De fortes perturbations sont donc à prévoir, mais un vol sur 2 devrait être assuré en moyenne au départ d'Orly en raison du service minimum. Le service minimum me permet de faire passer la moitié des vols. On fait une réquisition des contrôleurs et on aura donc la moitié des vols qui passeront sur Orly. Toutes les compagnies aériennes seront touchées par la grève des contrôleurs. La direction de l'aviation civile conseille donc aux voyageurs de se renseigner à l'avance pour savoir si leur avion décollera. Justice, en octobre dernier, il y avait eu beaucoup d'émotions à la barre du procès de l'affaire de Queen Mary 2 à Saint-Nazaire. 16 personnes avaient trouvé la mort après la chute d'une passerelle en 2003. Des familles de victimes attendent désormais le jugement dans ce dossier. Alors que va leur répondre le tribunal? La réponse est attendue demain. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. 16 morts, 29 blessés. L'effondrement de la passerelle du Queen Mary marquera à jamais l'histoire de Saint-Nazaire. Et le procès qui a duré 2 semaines est loin d'avoir cicatrisé les plaies. Car les 118 parties civiles attendaient un réquisitoire plus lourd. Or, les peines de prison réclamées par le procureur à l'encontre des 8 prévenus sont toutes couvertes par le sursis. Moi, je suis enseignant, j'ai 2 élèves tous les jours. Si j'ai un élève qui s'accroche au but de hand et qui tombe, je vais en prison. Et eux, non. Eux, non. Les victimes ont aussi déploré le refus des prévenus de reconnaître une part de responsabilité dans la catastrophe. C'est juste ça qui manque aux familles, je pense. C'est juste oui, c'est de ma faute, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une négligence. Et la négligence, elle a coûté énormément à tout le monde. Il n'y en a pas un qui l'a reconnu. On demandait juste ça. Au lieu de cela, Endel, constructeur de la passerelle, et les chantiers de l'Atlantique n'ont cessé de se renvoyer la balle. Pour Endel, la passerelle n'a jamais été commandée et conçue pour supporter 45 personnes. Si l'on considère que ma passerelle n'était pas faite pour cela et qu'elle a été détournée de son usage, alors c'est la relaxe que le tribunal doit prononcer à l'égard d'Endel. Les chantiers de l'Atlantique se reconnaissent une responsabilité morale et civile dans le drame. Demain, le tribunal de Saint-Nazaire dira si leur responsabilité est aussi pénale.
À Lourdes, 15 000 personnes ont assisté ce matin à la messe dominicale devant la grotte des apparitions. En tout, plus de 70 000 pèlerins sont déjà arrivés dans la ville, et cela pour célébrer demain le 150e anniversaire de l'apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous. À Paris, la communauté chinoise a célébré son nouvel an. Nous sommes entrés dans l'année du rat, et dans le 13e arrondissement de la capitale, c'est un dragon qui ouvrait la marche d'une parade toujours très colorée et très festive. Ambiance sur place avec Laetitia Legendre et Stéphane Guillemot. La danse du dragon, chargée de repousser les esprits malins et d'attirer au passage de nombreux touristes. Quand on aime, on ne compte pas. La fête du printemps est celle de nos tympans. L'occasion surtout de célébrer le bonheur, la famille et le renouveau. C'est la fierté de représenter son pays en France, là. On est content quand même. On voit le dragon qui mange la salade pour porter prospérité aux commerçants, c'est magnifique. Il fait pas trop peur? Les toilettes d'apparat sont de sortie, la foule des grands jours aussi. Pire qu'une parade d'Euro Disney aux heures de pointe, les paparazzis en plus. Durant le défilé, on ne cesse d'encenser les anciens et les divinités. C'est pour la prière? Voilà, bonne heure. Pas question de se cantonner au Père Noël. Les Chinois ont Nien, un monstre légendaire et vorace. Il y a un démon qui mange les gens dans un village. Donc chaque année, les gens ils se cachent pour ne pas se faire manger. Et après, ils ont eu le tambour et les pétards pour le chasser. Donc c'est là que le démon il est parti et les gens fêtent le Nien. Cette année, le cochon laisse la place au rat, le premier des 12 animaux dans le zodiaque chinois. Symbole de richesse, il ravit les mordus d'astrologie. La prudence, l'intelligence, la tactique. C'est un filou alors le rat, hein? Oui, un filou intelligent. Une occasion pour ce quartier de fêter et préserver son identité. Des festivités qui vont se poursuivre durant 3 semaines. Avant d'ouvrir la page cinéma et de faire le point sur le box-office de la semaine et de recevoir Laetitia Casta pour son film La jeune fille et les loups, on s'intéresse au sport avec tout d'abord la finale de la CAN en football qui opposait l'Égypte au Cameroun. Et la Coupe d'Afrique des Nations 2008 a été remportée par l'Égypte. 1-0, but de Treka à la 77e minute. L'Égypte est ainsi pour la 6e fois championne d'Afrique. Un mot de rugby avec le dernier match de la 2e journée du tournoi Destination, et l'Angleterre s'est imposée difficilement 23-19 en Italie. La France et le Pays de Galles se partagent la première place du tournoi. Le cinéma donc comme chaque dimanche soir avec dans un instant le box-office des meilleures sorties cette semaine en France. Mais tout d'abord un film à l'affiche mercredi prochain, La jeune fille et les loups, signé Gilles Legrand. Un film grand public sur la destinée d'une jeune fille qui est interprétée par Laetitia Casta, prête à tout pour devenir vétérinaire. Nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale. Laetitia Casta que l'on retrouvera dans un instant. Mais tout d'abord le film avec Marie-Jo Jouan et Patrice Brugère. Ma chère Angèle. Angèle veut devenir la première femme vétérinaire. J'aimerais travailler avec des grands animaux, des fauves comme ça. Monte un petit zoo. Si la rivalité dont elle fait l'objet ne contrarie pas ses plans. Un industriel sans scrupules et un homme simple, vivant avec les loups, la désirent tous les deux. Giuseppe. C'est vous le fou. Au cœur du film, la passion pour les loups. Celle d'un réalisateur, celle d'une jeune fille qui veut les sauver, et celle d'un dresseur animalier pour le cinéma. 3000 films de la patience et de l'instinct, Pierre Cadéac. C'est bien. Oui, c'est un bon loup. C'est un bon loup. Il faut leur faire des actions qui correspondent à des actions naturelles qu'ils feraient dans la nature. C'est lui qui a préparé Laetitia Casta pour sa rencontre avec les loups. Il y avait un contact direct, la gueule de la bête était vraiment face à elle et elle était forcément quand même un petit peu inquiète, mais pas réticente. Et la bête a apprivoisé la belle. Une question de confiance et des dizaines d'heures de travail avec Mako, le loup noir du Canada. Pour capter l'attention du loup, pas de dressage mais une série de ruses. Et c'est que lorsqu'il pose la patte dessus, il attend parce qu'il sait qu'au bout d'un moment, il va avoir une petite récompense qu'on lui lance. Alors il attend la récompense. On arrive d'une part à stabiliser l'animal à une place précise, d'autre part à capter son regard. On ne peut pas élever un faux. Et le loup, je te rappelle, c'est un faux. Non, j'ai fait ce que je veux. À travers le destin romanesque de cette jeune femme en avance sur son temps, c'est aussi de l'éradication de la dernière meute de loups en 1925 dont il s'agit. Le loup en liberté écarte l'idée même du tourisme.
Après 4 mois de tournage et une succession d'épreuves, Pierre Cadéac a ramené les héros du film dans sa propriété de Seine-et-Marne. Ici, chaque animal a eu ou aura un jour le rôle de sa vie. Laetitia, elle, n'a plus peur du loup. Les photos, le théâtre, le cinéma, pour la 9e fois déjà, Laetitia Casta continue son histoire, commencée à l'âge de 15 ans avec toujours beaucoup d'humilité. Bonsoir Laetitia Casta, Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est vrai que vous avancez dans différents univers et toujours avec un peu de discrétion. Vous aimez pas trop ça, la surexposition? Ça vous gêne? C'est votre nature? Non, je pense que j'assume totalement mes choix, mais discrètement. Plus que d'autres en tout cas. Peut-être, je sais pas, Alors, je me rends pas compte. pourquoi ce film? Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette histoire? De l'histoire, cette jeune femme qui va se battre pour sauver ses loups et ne pas suivre le destin qu'on lui prédit. Et son côté un petit peu animal, comme ça, qui se bat, voilà, ça m'a plu. J'avais envie de participer à cette aventure. Et puis aussi ce message sensible, une autre manière de voir les loups, ne pas les voir comme des animaux cruels et terrifiants, et justement renverser les rôles. Des loups enfantines qu'on a tous ou pas? Oui, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête, ouais. Déjà tout petit. Et voilà, inverser les rôles, tout simplement. C'est nous qui les avons massacrés. Vous aviez envie de vous mettre en danger aussi un peu, il faut le dire, vous étiez au cœur de cette meute. D'abord, vous les avez rencontrés, je crois, à Fontainebleau. Oui, il y a eu un travail avec eux pendant 2 mois pour pouvoir les approcher, parce qu'ils sont très peureux. Et puis voilà, petit à petit, on a créé une relation. Jamais d'angoisse, de peur, de frayeur. Quand ce loup noir vous approche de si près, il y a eu un petit de frayeur ou pas du tout? Pas de la part du loup, mais de la part de l'équipe, parce que quand le stress monte, parce que bien sûr travailler avec un animal sauvage comme ça, il est indomptable, hein, Pierre en parle très bien d'ailleurs. Voilà, il y a un bout de viande derrière, hein, c'est pas le loup qui va se mettre comme ça. Donc forcément, il y a eu des petits moments où le loup a eu des réactions un petit peu, voilà, sauvages. Donc mais une petite angoisse sur le plateau. Et vous avez un petit peu peur quand même? Oui, il y a eu des moments de peur, oui. Un petit moment de frayeur. Finalement, c'était peut-être pas les loups. Votre appréhension, elle venait aussi également du fait que vous jouiez avec votre compagnon italien, l'acteur Stefano Accorsi. C'était facile, difficile? Ça s'est bien passé, en tout cas apparemment, quand on voit le film. L'idée que j'en avais, oui, j'avais très peur parce que j'ai jamais joué avec lui. Bien sûr, on partage notre vie. Mais tout de suite, cette peur est partie, puisqu'on s'est retrouvés l'un en face de l'autre comme 2 personnages. Voilà, c'est devenu très naturel, et puis on s'est mutuellement donné du courage. Vos prochains projets, cinéma, c'est quoi? Un film sur mai 68, je crois? Voilà, mai 68, né en 68, un film d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau. Ça a été une très très belle aventure aussi. C'est pour Arte. Et puis, il y a des autres projets avec Jean-Pierre Denis. Enfin voilà, bon, ça reste. Il y a des belles choses qui se préparent. Merci beaucoup, Laetitia Casta, d'être venue sur le plateau. La jeune fille et les lions, et les loups, pardon. Ça ne faut pas se tromper. La jeune fille et les loups sort mercredi prochain à l'affiche à vos côtés, donc Stefano Accorsi, Jean-Paul Rouve ou encore Patrick Chenet. Merci beaucoup. Et comme chaque dimanche, nous faisons le point sur le box-office des sorties cinéma de la semaine en France. En tête, Cloverfield, un film américain de science-fiction, la lutte des habitants de Manhattan avec une bête de la taille d'un gratte-ciel. Beau démarrage également pour John Rambo avec Sylvester Stallone. Ensuite, Les liens du sang, un très bon polar avec François Cluzet et Guillaume Canet. Les retrouvailles de 2 frères que tout sépare. Enfin, Juno, le portrait d'une adolescente qui à 16 ans se retrouve enceinte. Un film nommé plusieurs fois aux Oscars. Enfin, cette bonne nouvelle pour les fans de séries télé, 24 heures chrono, Desperate Housewives, Cold Case ou FBI porté disparu vont pouvoir reprendre leur tournage aux États-Unis après 3 mois de grève. Les scénaristes sont sur le point de signer un accord qui revalorise leur statut. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de la soirée, cette intervention ce soir du chef de l'État, Nicolas Sarkozy, qui a souhaité rappeler aux Français l'importance de la ratification du traité de Lisbonne. La France retrouve ainsi sa place de moteur de l'Europe, et cela alors qu'elle en aura la présidence à partir du 1er juillet prochain. Voilà pour l'actualité de cette fin de week-end. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet, 20h50 du rire et de la détente avec le retour de la vérité si je mens. Je vous retrouve mercredi soir à 23h dans Un jour, un destin, un film documentaire inédit consacré
à la face cachée de Coluche. Merci de nous rester fidèles, passez une très belle fin de soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.